Souvenez-vous, la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, Sénégal-Maroc. Un match tendu, électrique, chargé d'histoire et d'émotion. Le Sénégal l'emporte. Une victoire glorieuse, méritée, historique. Mais très vite, à la sortie du stade, l'atmosphère bascule. Des heures éclatent, des images circulent et un récit s'impose dans certains médias. Les supporters sénégalais seraient les principaux fauteurs de troubles. Sauf que les images racontent parfois une autre histoire. On y voit des stadiers marocains saisir un supporter sénégalais sans raison apparente. On ne parle pas d'une interpellation professionnelle, on parle de coups, de violence directe, d'un affrontement brutal. Ce n'est plus du maintien de l'ordre, c'est une confrontation. Aujourd'hui, plus d'un mois après que le coup de sifflet final a retenti, plus d'un mois après que le Sénégal a écrit l'une des plus belles pages de son histoire footballistique, 18 supporters sénégalais sont toujours privés de liberté au Maroc. La CAN est terminée. Le trophée a changé de main. Les équipes sont rentrées chez elles. Mais pour ces 18 hommes, le temps s'est arrêté. Ils n'ont pas été jugés. Ils n'ont pas été condamnés. Ils ne savent même pas précisément de quoi on les accuse. Ils sont poursuivis pour un terme fourre-tout. Hooliganisme. Un mot commode. Un mot vague, un mot qui permet d'enfermer sans expliquer, car jusqu'à aujourd'hui, aucun fait précis ne leur a été clairement notifié. Pas de chronologie détaillée, pas de gestes clairement identifiés, pas de responsabilité individuelle établie. Or, dans tout état de droit, la justice ne fonctionne pas à coup de généralité. Elle repose sur des faits, des preuves, des responsabilités personnelles. Depuis le 18 janvier, ces supporters attendent jour après jour, nuit après nuit. Ils attendent une audience, ils attendent une décision, ils attendent simplement qu'on leur dise « voilà ce qui vous est reproché ». Leur demande est minimale, presque évidente, presque universelle. Comprendre les accusations portées contre eux, être jugés équitablement dans une langue qu'ils maîtrisent, rien de plus, rien d'extraordinaire. Mais face à ce silence prolongé, face à cette absence de réponse judiciaire claire, ils ont choisi le dernier moyen de pression qu'il leur restait, la grève de la faim, un acte lourd de conséquences, un acte dangereux, un acte qui ne se décide pas à la légère. Car lorsqu'un détenu cesse de s'alimenter, il ne proteste plus seulement avec des mots. Il engage son propre corps, sa santé, parfois même sa vie. Ce n'est pas un coup médiatique, ce n'est pas un geste de provocation, c'est le langage de ceux qui n'ont plus accès à aucun autre, un geste de désespoir. Un cri silencieux lancé derrière des murs, une manière de dire « nous existons, écoutez-nous ». Dans l'histoire du sport, dans l'histoire politique aussi, la grève de la faim a toujours été le signal d'alerte ultime, celui qui apparaît quand toutes les portes sont fermées, quand la justice tarde trop longtemps à répondre. Aujourd'hui, ces 18 supporters ne demandent ni faveur ni passe-droit. Ils ne réclament pas l'impunité, ils réclament un procès, ils réclament des droits. Ils réclament la dignité minimale que toute justice moderne est censée garantir. Et c'est précisément pour cela que leur situation dépasse le simple cadre d'un incident de stade. Elle interroge, elle inquiète, elle oblige à regarder au-delà du score, au-delà du football, parce qu'une victoire sportive ne devrait jamais se solder par une défaite humaine. Être arrêté, jugé, puis éventuellement condamné, cela fait partie du jeu démocratique. C'est le socle même de l'état de droit. Personne ne le conteste. Mais être détenu sans jugement, sans comprendre ce qui vous est reproché, sans pouvoir vous défendre dans votre propre langue, c'est une toute autre réalité. Et c'est précisément là que la situation de ces supporters sénégalais bascule d'un simple fait divers sportif vers une question profondément politique et juridique. Aujourd'hui, ces hommes sont interrogés en français et en arabe. Deux langues qu'une partie d'entre eux maîtrise mal, voire pas du tout. Car leur langue d'expression principale, celle dans laquelle ils pensent, s'expliquent, se défendent, c'est le Wolof. Et dans une procédure judiciaire, la langue n'est pas un détail, elle est centrale. Elle est décisive. Comprendre une question, ce n'est pas simplement saisir quelques mots, c'est en comprendre les nuances, les sous-entendus, les implications juridiques. C'est pouvoir répondre avec précision, sans approximation, sans peur de mal dire. Dans tout système judiciaire digne de ce nom, le recours à un interprète n'est pas une faveur, c'est un droit fondamental. En France, en Espagne, en Italie, au Royaume-Uni, ailleurs encore, ce droit ne se négocie pas. Il s'impose, il est garanti par les textes. Il est appliqué dans les tribunaux. Parce que juger quelqu'un dans une langue qu'il ne maîtrise pas pleinement, c'est déjà déséquilibrer le procès. C'est créer une injustice structurelle. Ici, pourtant, cet élément essentiel fait défaut.
Résultat, ces supporters avancent à l'aveugle dans une procédure qu'ils ne maîtrisent pas. Ils ne comprennent pas précisément les accusations portées contre eux. Ils ignorent quels gestes exacts leur sont reprochés. Ils ne savent pas à quel moment ni comment ils auraient enfreint la loi. Ils ne peuvent pas exposer leur version des faits de manière claire, structurée, complète. Ils ne peuvent pas répondre point par point. Ils ne peuvent pas contester efficacement. Et surtout, ils n'ont pas accès à ce principe fondamental du droit moderne, le contradictoire. Ce moment où chaque partie peut s'exprimer à armes égales, où la parole circule, où la vérité se construit dans l'échange. Sans cela, il n'y a pas de débat. Sans cela, il n'y a pas d'équité. Sans cela, il n'y a pas de justice. Car un procès ne se résume pas à une salle, un juge et des barreaux. Un procès, c'est avant tout la parole. La possibilité de dire « voilà ce que j'ai fait » ou « voilà ce que je n'ai pas fait ». Et un procès sans parole n'est pas un procès. C'est une formalité vide, une mécanique désincarnée, une procédure qui enferme sans réellement juger. Dans le contexte du sport, dans le contexte d'une grande compétition internationale, cette réalité choque encore davantage. Parce que le football est censé rassembler, pas produire des silences forcés. Et parce que derrière ces supporters, il y a des familles, des proches, des nations entières qui regardent et qui s'interrogent. Ces arrestations ne peuvent pas être analysées comme un épisode isolé, un simple débordement post-match que l'on rangerait trop vite dans la catégorie des incidents classiques de fin de rencontre. Elles s'inscrivent dans une suite de faits, dans une dynamique plus large, qui dépasse largement le cadre d'un Sénégal-Maroc disputé sous haute tension. Car les supporters sénégalais ne sont pas les seuls concernés. Des supporters algériens, mais aussi franco-algériens, ont eux aussi été interpellés, placés en détention, parfois incarcérés. Et là encore, les faits reprochés interrogent par leur nature, leur gravité réelle et surtout par la réponse judiciaire apportée. Un jet de bouteille présumé dans un contexte de cohue et de confusion. Un billet de banque déchiré, geste symbolique, provocateur sans doute, mais loin d'un acte de violence physique. Une vidéo humoristique tournée sur les réseaux sociaux, sortie de son contexte et interprétée comme une offense grave. À chaque fois, pourtant, la même réponse. Radicale, immédiate, carcérale. La prison comme réflexe, la détention comme solution par défaut. Or, dans tous les grands pays de football, dans toutes les démocraties sportives modernes, ce type de fait donne généralement lieu à des sanctions graduées. Amende, interdiction de stade, convocation judiciaire. La privation de liberté, elle, reste l'exception. Ici, elle semble devenir la règle. Et pendant que ces supporters sont enfermés, une autre réalité, plus silencieuse encore, se met en place hors des stades. Des restaurants sénégalais au Maroc sont pris pour cible. Des commerces identifiés à une communauté deviennent des symboles. Des actes hostiles sont signalés. Ce ne sont plus seulement des incidents sportifs, ce sont des signaux sociaux. Des tensions communautaires commencent à émerger. Des familles s'inquiètent. Des ressortissants se demandent s'ils sont encore en sécurité. Et contrairement à ce que certains voudraient faire croire, ce n'est pas une rumeur, ni une exagération alimentée par les réseaux sociaux. Des représentants officiels sénégalais se sont déplacés sur place. Des visites ont eu lieu, des gestes de solidarité ont été posés. On ne se déplace pas officiellement pour une fiction. Ce contexte donne une autre dimension aux arrestations. Il oblige à les regarder autrement, à les replacer dans un climat plus large, plus tendu, plus fragile. Le sport, censé être un espace de rencontre et de fraternité, devient alors un révélateur brutal des fractures. Et lorsque ces fractures ne sont pas traitées avec mesure, avec justice, avec discernement, elles s'élargissent. Ce qui se joue ici n'est plus seulement le sort de quelques supporters arrêtés à la sortie d'un stade. C'est la capacité d'un pays hôte, d'un pays candidat aux plus grandes compétitions internationales, à garantir sécurité, équité et impartialité, quelles que soient les couleurs du maillot ou le passeport dans la poche. Et c'est précisément pour cela que ces événements méritent mieux que le silence, mieux que la minimisation. Ils méritent une attention sérieuse et des réponses claires. Et le Sénégal, dans tout cela, la question s'impose. Elle revient insistante dans les conversations, dans les familles, dans les tribunes, bien au-delà des stades. Que fait l'État sénégalais pendant que ses ressortissants restent enfermés à l'étranger? Officiellement, la réponse est connue. Les autorités assurent suivre la situation de très près. Un collectif d'avocats a été constitué pour assurer la défense des supporters détenus. Des démarches diplomatiques ont été engagées auprès des autorités marocaines.
Le dossier est, dit-on, traité avec sérieux et discrétion. Sur le papier, tout semble en place. Sur le terrain, pourtant, les résultats tardent. Car pendant que les communiqués rassurent, les familles, elles, attendent. Elles attendent un jugement. Elles attendent une décision. Elles attendent surtout des signes concrets que la situation évolue réellement. Un mois s'est écoulé. Un mois sans audience, un mois sans liberté provisoire, un mois sans calendrier judiciaire clair. Dans le langage diplomatique, on parlera de patience, de procédure, de délai incompressible. Dans le langage des proches, on parle d'angoisse, d'incompréhension et de fatigue morale. Car une réalité demeure, personne ne peut sérieusement affirmer que les 18 détenus sont tous coupables. Pas sans enquête aboutie, pas sans fait précisément établi, pas sans procès contradictoire. D'autant plus que jusqu'à présent, les accusations restent floues, générales, insuffisamment détaillées. On ne sait pas qui a fait quoi, on ne sait pas quand, on ne sait pas comment. Or, la justice ne fonctionne pas à l'approximation. Elle ne peut pas se satisfaire d'un amalgame collectif. Elle exige de l'individualisation, des preuves, des responsabilités clairement définies. C'est là que le rôle de l'État sénégalais devient central. Non pas pour exiger un traitement de faveur, non pas pour nier d'éventuelles fautes, mais pour rappeler un principe simple. Tout citoyen sénégalais, où qu'il se trouve, a droit à une justice équitable. Dans l'histoire du sport africain, les gouvernements ont souvent su se mobiliser rapidement pour défendre leurs joueurs, leurs équipes, leurs intérêts sportifs. La question qui se pose aujourd'hui est plus large, plus sensible encore, celle de la protection des supporters. Car un supporter n'est pas un diplomate, il n'est pas un athlète sous contrat, il est un citoyen ordinaire, souvent sans réseau, sans relais médiatique, sans voix institutionnelle forte. Quand il se retrouve derrière les barreaux à l'étranger, l'État est parfois son seul bouclier. Et plus le temps passe sans avancée visible, plus la pression monte dans l'opinion publique, dans les familles, dans la diaspora. Le silence, même stratégique, finit toujours par être interprété. Parfois comme de la prudence, parfois comme de l'abandon. Aujourd'hui, le Sénégal est attendu, non pas sur des déclarations, mais sur des actes. Parce qu'au-delà de ce dossier précis, c'est un message qui se joue. Celui que l'on envoie à tous les Sénégalais qui voyagent, qui soutiennent leur équipe, qui portent leur couleur à l'étranger. Un message simple, vous n'êtes pas seul. Et pourtant, une contradiction lourde plane au-dessus de cette affaire. Car le pays qui aujourd'hui retient des supporters étrangers sans jugement clair, sans garantie procédurale élémentaire, nourrit en parallèle une ambition immense. Accueillir le football mondial jusqu'à rêver d'une Coupe du Monde, voire d'une finale planétaire. Le paradoxe est saisissant. Le football n'est pas seulement une fête populaire, une industrie ou une vitrine diplomatique. C'est un espace où circulent des peuples, des cultures, des passions. Des milliers de supporters traversent des frontières avec une seule certitude, celle d'être protégés par un cadre juridique juste, lisible et équitable, même lorsqu'ils dérapent, même lorsqu'ils sont mis en cause. Car oui, être arrêté, jugé, condamné fait partie de l'état de droit. Mais être privé de liberté sans procès équitable, sans interprète, sans possibilité réelle de se défendre, c'est sortir du terrain du droit pour entrer dans une zone grise. Peut-on imaginer un mondial où un supporter étranger, parce qu'il ne maîtrise pas la langue, ne comprend pas ce qu'on lui reproche? Peut-on célébrer le football universel dans un pays où la transparence judiciaire devient optionnelle dès que la pression médiatique retombe? Le football mondial repose sur des valeurs que la FIFA elle-même brandit à chaque candidature. Justice, équité, respect des droits humains, sécurité des supporters. Sans ces piliers, le spectacle se fissure, le stade devient un décor, mais l'âme du jeu s'évapore. Cette affaire dépasse largement le sort de 18 supporters sénégalais. Elle interroge la crédibilité d'un projet, la cohérence d'un discours, la capacité d'un État à garantir que la passion du football ne se transforme jamais en cauchemar judiciaire. Car un mondial ne se gagne pas seulement avec des infrastructures, des hôtels ou des stades flambant neufs. Il se gagne aussi avec la confiance. Et la confiance, comme dans le football, se construit sur le respect des règles, pour tous, sans exception. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de football, plus de score, plus de rivalité, plus de passion sportive. Aujourd'hui, on parle de liberté,
On parle de dignité humaine, on parle de droits fondamentaux. Derrière ces 18 noms, il n'y a pas des silhouettes anonymes. Il y a des pères qui manquent à leurs enfants, des frères attendus à la maison, des fils dont les familles scrutent chaque appel, chaque message, chaque rumeur, des vies mises entre parenthèses, des quotidiens suspendus à une décision qui ne vient pas. Ce que vivent ces familles, ce n'est pas une parenthèse judiciaire abstraite, c'est l'angoisse de ne pas comprendre, la peur de l'arbitraire, l'usure du temps qui passe sans réponse. Alors oui, cette vidéo doit circuler. Oui, elle doit être partagée, non pas pour attiser la haine, non pas pour désigner des coupables à l'avance, mais parce que le silence protège toujours l'injustice, parce que l'oubli est souvent la pire des condamnations. Le football, depuis toujours, est un langage universel. Il traverse les frontières, il rassemble les peuples, il crée du lien là où la politique échoue parfois. Il ne devrait jamais devenir un prétexte à l'humiliation, jamais un alibi pour la privation de droits, jamais un terrain où la justice recule. Car lorsqu'un supporter perd sa liberté sans procès équitable, ce n'est pas seulement un individu qui est touché, c'est l'esprit même du football qui vacille. Et rappeler cela aujourd'hui, ce n'est pas un acte militant, c'est un devoir.